Voilà, donc nous allons commencer la première session et à cette occasion faire un point effectivement sur pollution et changement climatique, les liens et leur impact sur la santé. Bonjour Toulouse, bonjour depuis Genève, l'Organisation mondiale de la santé. Félicitations aux organisateurs parce que vraiment, ce séminaire, c'est absolument fondamental et vraiment répondre à un énorme défi qu'on a en ce moment dans le monde. Comme vous le savez, c'est peut-être la première fois que l'humanité se confronte à un tel défi qui représente la contamination de l'air. C'est la première fois qu'on a un facteur, l'air qu'on respire, qu'on ne peut pas éviter de respirer et qui est responsable de 7 millions de morts chaque année. Vous allez plus tard écouter les chiffres avec plus de détails par ma collègue de l'OMS, mais vraiment 7 millions de morts prématurées par an, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on a une responsabilité énorme de partager l'information scientifique, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Les scientifiques ont déjà, on a tellement nombre de documents, d'évidences que c'est fondamental. Et on a aussi les interventions qu'il faut mettre en place. Bien sûr, il s'agit de changer d'une façon fondamentale la façon comment on utilise l'énergie, quelles sources d'énergie on utilise, comment on utilise les transports dans notre vie de tous les jours, comment on va construire et dessiner nos villes et comment on va gérer nos processus industriels ou notre processus d'agriculture pour produire la nourriture. Tout ça doit changer et tout ça doit changer pour les biens, pour la santé des gens. Et c'est ça qu'on doit dire à notre gens dans la politique, à tous ceux qui ont la capacité de prendre des décisions comme beaucoup parmi vous. Les responsables des villes, les responsables des politiques municipales, vous avez une énorme opportunité d'améliorer la vie de vos citoyens. À chaque fois qu'on met en place une intervention qui réduit la pollution de l'air, les bénéfices pour la santé des gens vont être énormes. Pas seulement on va réduire les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires qui sont associées à l'exposition à la contamination de l'air, mais aussi on va générer une meilleure façon de vivre une vie beaucoup plus active. Donc je vous remercie énormément de nous avoir donné cette opportunité. Je vous engage tous à penser chaque jour à combien de vies vous pouvez éviter si vous commencez à prendre des mesures pour réduire la contamination de l'air. Merci beaucoup et bon résultat de cette réunion. Nathalie Remel, donc vous travaillez avec Marianne Héra puisque vous êtes en charge de la pollution de l'air et santé urbaine au sein justement de son département santé publique à l'OMS. J'ai envie de vous interpeller sur les valeurs guides de l'OMS en matière de qualité de l'air qui maintenant datent de 2005, soit près de 15 ans. Je crois qu'elles sont en cours de révision et de nouvelles devraient être publiées en 2020. Alors, est-ce que l'OMS s'oriente vers un abaissement conséquent des seuils et va-t-elle recommander des concentrations limites pour de nouveaux polluants, notamment les pesticides, les perturbateurs endocriniens sur lesquels l'inquiétude monte ? Merci beaucoup. Et si vous m'autorisez, je vais répondre à votre question un peu plus tard dans ma présentation. Ou vous voulez que je commence par répondre à votre question ? Peut-être, si c'est possible, oui. Entendu. Alors, comme vous évoquiez, l'OMS est en train de réviser les directrices sur la qualité de l'air. C'est la 4e édition et les travaux ont commencé en 2016. Alors, pour répondre à votre première question sur les polluants qui vont être inclus dans cette nouvelle version, dans cette mise à jour, en fait, le choix a été fait de se concentrer sur les polluants classiques, c'est-à-dire les particules fines en particulier, avec l'idée que nous avons au jour d'aujourd'hui encore plus de connaissances que nous avions auparavant et qu'on est arrivé à un moment où vraiment on doit refaire un état des lieux. Du coup, le choix a été qui a porté sur vraiment se concentrer sur un set, disons, de polluants assez restreint, mais pour pouvoir donner des valeurs très indicatives.
En ce qui concerne maintenant de vous faire une prospection des valeurs qui vont être élaborées, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner des réponses pour la simple raison que nous sommes en train de suivre, bien sûr, un processus scientifique très précis où nous attendons, bien sûr, d'avoir les résultats. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même un état des évidences quand même considérable sur l'effet de la pollution sur la santé, qui vraiment indique que nous devons continuer à mettre des niveaux seuils pour protéger la santé de nos populations. Et du coup, les évidences que nous avons vont nous aider et vont renforcer le message pour aller dans une politique beaucoup plus stricte, si je peux dire. Alors, je ne parle pas des valeurs plus strictes, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous le donner, mais en tout cas, d'aller à proposer et à recommander des actions strictes, des interventions très précises pour aborder la pollution de l'air. Et finalement, pour aborder la question que vous me posiez sur le temps que nous avons devant nous, comme vous disiez, cette nouvelle version, cette nouvelle édition des lignes directrices a été entamée en 2016 et la date précise à laquelle nous prévoyons d'avoir la nouvelle version est difficile à donner au jour d'aujourd'hui parce que l'OMS a mis en place pas un nouveau système, mais c'est un processus, des méthodologies de travail qui ont été remises à jour pour toute l'élaboration des lignes directrices de l'OMS, indépendamment si on parle d'environnement et santé ou de clinique, ce qui fait que le processus scientifique derrière est quand même assez poussé, assez compliqué. Mais ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons terminé l'évaluation de l'évidence et que maintenant, le moment est arrivé de formuler les recommandations qui vont après être traduites dans des valeurs seuil. Je vous remercie pour l'opportunité de nous avoir ici parmi vous et de présenter l'état des évidences sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Et je souhaiterais rentrer dans le vif de la discussion. Si vous prenez au hasard une ville de ce monde, n'importe laquelle, où vous vous trouvez, et vous insérez le nom dans ce polluomètre que vous voyez en face de vous, vous avez une grande chance de voir que le niveau de la pollution de l'air excède de grande manière les valeurs seuil conseillées par l'OMS. Je ne vous donnerai pas le nom de la ville qu'on a choisie, mais seulement pour vous dire qu'ici, la valeur seuil a été surpassée 9 fois. Et effectivement, nous avons aujourd'hui, au jour, dans le monde, une situation où 81% de la population mondiale respire de l'air pollué. Et si on parle de la pollution de l'air intérieur, nous savons que 3 milliards, en billions c'est en anglais, 3 milliards de personnes en fait cuisinent avec des sources d'énergie polluantes dans leur logement. Et du coup, nous faisons face à une situation quand même assez dramatique où la concentration aux particules fines, pour donner un exemple, est quand même largement répandue dans toutes les régions du monde, mais aussi, cette diapositive que vous avez en face de vous, vous démontre que quand même la situation n'est pas la même partout dans le monde, et que nous avons bien sûr des régions qui sont plus à risque, comme par exemple certaines régions de l'Afrique, mais aussi de l'Asie et du Pacifique. Alors, si d'un côté, nous quand même avons pu observer une amélioration dans certaines régions du monde, et ici nous nous trouvons à Toulouse, en France, en Europe, ici on peut quand même observer une amélioration de la qualité de l'air, nous avons quand même des régions où pas seulement la qualité ne s'est pas améliorée, mais elle s'est même empirée. Et une des raisons principales, c'est que dans les régions, par exemple, du Pacifique, vous avez quand même une tendance d'urbanisation qui a été poussée dans des grandes métropoles et qui a fait que vous avez une exposition à la pollution de l'air quand même très importante. Mais est-ce que la pollution de l'air, comme on vient de l'évoquer, a un effet sur la santé? Et pourquoi parlons-on? On a évoqué le chiffre des 7 millions de décès par an. Maria l'a fait, vous l'avez fait auparavant. Et effectivement, c'est la situation à laquelle on fait face tous les jours, 7 millions de décès. 4,2 millions de décès par an dus à la pollution de l'air extérieur, 3,8 millions de décès par l'air intérieur. Et avant, je prévois déjà que vous allez me faire une intervention en me disant « mais il y a une erreur de calcul, ça devrait faire 8 millions ».
Non, il n'y a pas d'erreur de calcul, c'est qu'en fait, la pollution de l'air intérieur due au combustible a un impact sur la pollution de l'air extérieur. Et ce qui fait que si on fait une valeur sommaire, ça fait 7 millions. Mais vous aviez évoqué, monsieur, qu'on doit voir la question de la pollution de l'air dans un contexte plus large, dans le contexte de l'environnement et de la santé. Et vous avez raison. Nous avons des chiffres aujourd'hui que 23% de la mortalité est due aux questions de l'environnement. Mais la question qui est plus importante, c'est qu'en fait, ces 23% sont évitables. Nous ne faisons pas face à une mortalité que, comme souvent, nous ne pouvons pas nécessairement avoir une réponse ou qui nécessite des recherches très poussées. Ici, nous savons quelles mesures il faut adopter pour éviter ces 23%. Nous savons comment éviter les 7 millions de décès par an. Et du coup, on est au moment où on doit prendre et nécessairement agir. Et comme on disait pour la qualité de l'air au niveau global, aussi les décès imputables à la qualité de l'air ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Vous avez des régions où effectivement la mortalité due à la pollution de l'air est plus importante. Et là aussi, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'effectivement, l'effet de la pollution de l'air dépend de beaucoup d'autres facteurs. Ça dépend du niveau de population, du taux de population dans un certain contexte, mais aussi de la vulnérabilité des personnes concernées. Et quand on va voir plus précisément c'est quoi l'impact de la pollution de l'air sur notre santé, je crois que cette image parle de soi-même. Je ne crois pas avoir besoin de donner des détails. Nous voyons, par exemple, l'effet que la pollution de l'air a sur nos poumons, mais aussi sur notre système cardiovasculaire. Et sans rentrer dans les détails, nous voyons qu'aujourd'hui, nous considérons la pollution de l'air comme la deuxième cause entraînant les maladies non transmissibles. Et nous parlons souvent de cette épidémie des maladies non transmissibles. Nous utilisons un terme que dans le passé a été utilisé pour des grandes épidémies du siècle, et aujourd'hui nous le faisons justement pour les maladies non transmissibles, et en particulier aussi pour la pollution de l'air. Et comme je disais auparavant, l'effet que la pollution de l'air a sur la population varie bien sûr de beaucoup de facteurs démographiques, des facteurs de santé, et une des populations les plus vulnérables, ce sont les enfants. Un enfant qui est exposé à des niveaux dangereux de pollution peut en garder des séquelles pour toute la vie, indépendamment si c'est sur le système cardiovasculaire, le système de développement mental, le poids à la naissance, et du coup, ça aura un impact sur toute la vie, sur la qualité de vie de cet enfant, de cet individu, pendant toute sa durée de vie. C'est pour cette raison, c'est sur la base de ces connaissances, de ces évidences, que l'OMS, depuis plus de 30 ans aujourd'hui, travaille sur le développement des lignes directrices sur la qualité de l'air. Un des grands mandats de l'OMS, en général, c'est justement de développer des lignes directrices dans des grandes variétés de sujets. Initialement, historiquement, c'était plutôt dans l'espace clinique, c'est sur les vaccins, comme pour donner un exemple. Mais de plus en plus, on a reconnu qu'il fallait donner aussi des recommandations pour des grandes questions d'environnement et santé, entre autres la pollution de l'air. Et c'est pour ça qu'en 1987, la première version des lignes directrices a été développée. Et comme on disait, on évoquait en début de conférence, nous sommes aujourd'hui à la quatrième version des lignes directrices. Et l'évolution des directrices, c'est quoi qui a fait la différence ? La différence entre ces différentes versions, c'était qu'à des moments différents, l'OMS a inclus plus ou moins de polluants, dépendamment aux nouvelles connaissances, aux nouveaux besoins aussi d'intervention, mais aussi il y avait eu de plus en plus de preuves scientifiques, mais il y a eu un changement que les lignes directrices n'étaient pas seulement un moyen de donner des valeurs seuil, mais aussi de donner des indications, des recommandations à comment entamer la communication du risque sur la pollution de l'air et l'effet sur la santé. Parce que ce n'est pas suffisant de seulement donner une valeur à rejoindre, mais c'est important aussi de donner le contexte dans lequel les décisions doivent être prises. Et du coup, de plus en plus, ces éléments ont été inclus dans les différentes versions des lignes directrices. Et aussi, je n'ai pas de diapo à ce sujet, il y a eu des lignes directrices sur aussi des aspects de la qualité de l'air intérieur. C'est-à-dire, il y a eu une reconnaissance que quand on parle de lignes directrices, ce n'est pas suffisant de parler de l'air atmosphérique, mais aussi de l'air que nos populations respirent à l'intérieur de leur logement.
Et du coup, on en est là où on est aujourd'hui, comme on évoquait au début de séance, avec cette nouvelle version. Et il y a un élément qui peut-être a été rajouté dans les polluants classiques que je n'ai pas évoqué en début de séance, c'est que nous sommes en train aussi de regarder l'effet sur la santé des poussières du désert. Alors vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais c'est un sujet particulièrement important pour certains nombres de nos régions où la poussière du désert a un effet majeur sur la santé. Et du coup, les États nous ont demandé de travailler à ce sujet. Les nouvelles lignes directrices n'auront pas de valeur quantitative à ce sujet, ce sera plutôt une recommandation qualitative qui, après, dans le futur, amènera peut-être à des informations complémentaires. En conclusion, la question qu'on se pose, c'est bien sûr les lignes directrices. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles sont promues? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles sont établies? Mais le but, bien sûr, c'est d'influencer, d'aider les États à traduire ces valeurs seuil dans des réglementations, dans les standards nationaux. Et beaucoup de progrès ont déjà été faits, et on va en parler dans la prochaine présentation. Mais quand même, il reste beaucoup de travail à faire, parce que beaucoup de pays ont soit adopté des valeurs seuil plus hautes, du coup moins exigeantes, merci, que les valeurs données par l'OMS, mais aussi n'ont pas du tout développé de standards sur la qualité de l'air. Et une des raisons principales, c'est parce que beaucoup de pays manquent encore des outils pour pouvoir faire ce pas. Si nous voulons avoir des connaissances sur la qualité de la pollution de l'air dans nos pays, il faut avoir des données. Et nous avons beaucoup de pays où ces données, malheureusement, n'existent pas encore. Il y a beaucoup de pays aussi où il manque de connaissances, de formation pour les acteurs, pour pouvoir justement prendre des décisions. Et du coup, vous voyez sur ce tableau que bien qu'il y ait beaucoup de progrès qui ont été déjà faits, à un niveau global, nous avons quand même encore beaucoup de travail pour aider justement les pays à rejoindre ces valeurs seuil. Et du coup, notre rôle collectif, notre rôle en tant qu'OMS, c'est de renforcer le rôle du secteur de la santé, à démontrer les liens entre la prévention et les politiques sectorielles. Ce n'est pas nécessairement le secteur de la santé qui va mettre en place les politiques qui vont avoir un effet sur la pollution de l'air ou la qualité de l'air. Mais c'est le rôle de la santé de donner les éléments qui vont mener à ces changements de politique. C'est donner des éléments qui vont nous démontrer que c'est en faisant un investissement dans les politiques saines, nous allons avoir un retour de santé, mais même un retour économique. Du coup, l'OMS, avec les partenaires, s'est engagé à aider les États à achever ce but. Nous organisons notre travail dans 4 piliers principaux. C'est d'aider le leadership et la coordination au niveau mondial. Vous évoquiez, monsieur, la conférence qui a eu lieu à Genève l'année prochaine, qui effectivement a eu un succès énorme, si je peux dire, mais un succès parce qu'on a démontré justement cette capacité, mais cet engagement par tous les pays, par tous les acteurs à travailler sur ce sujet. Nous avons aussi la semaine prochaine le sommet sur le climat qui aura lieu à New York, où justement les questions des liens entre le changement climatique et la pollution de l'air vont mettre à l'avant. L'OMS aussi s'engage à élargir la base des connaissances avec les lignes directrices, mais avec aussi d'autres travaux, mais aussi d'aider les pays à faire un suivi et la notification, c'est-à-dire de récolter les données et de gérer les données, et finalement de renforcer les capacités institutionnelles par des formations. Et je vais conclure avec ce diapositive que si nous comprenons l'importance d'investir dans la prévention, l'effet sur la santé, mais aussi sur les coûts que nous avons va être important. Au jour d'aujourd'hui, 97% sont dépensés pour les soins en santé, tandis que seulement 3% sont dépensés en prévention. Si nous arrivons à changer cette approche, si nous arrivons à changer aussi la façon dont nous voyons la contribution des politiques des autres secteurs comme une valeur essentielle pour la prévention et la santé, cette distribution va changer et nous allons j'espère un jour avoir une balance entre les différentes dépenses.
Et du coup, je souhaite terminer avec cette diapositive en espérant que nos poumons, un jour, seront comme ça et pas comme la diapositive que je vous ai montrée d'ici à quelques minutes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. J'invite maintenant un représentant de l'Union européenne, François Van Canut, qui est directeur de l'unité qualité de l'air au sein de la Direction générale de l'environnement et de la Commission européenne. J'ai envie de vous interpeller également parce que la Commission a établi elle-même des normes qui sont elles-mêmes vieilles de 15 à 20 ans et sont souvent très supérieures à celles de l'OMS. Alors, est-ce que l'Europe elle-même réfléchit à de baisser ses seuils et à élargir le champ des molécules couvertes? Merci de cette question. Bonjour, merci de votre accueil. Donc je vais répondre à votre question peut-être comme Nathalie l'a fait d'abord, puis après je reviendrai sur l'exposé proprement dit, qui reviendra sur ces problématiques. La première chose que je voudrais dire, c'est que vous disiez la Commission a établi des normes. Non, la Commission a proposé des normes qui ont été établies par le Parlement européen et le Conseil, donc les États membres. Je crois que cette nuance elle est importante quand on viendra aussi sur la mise en œuvre. Et vous évoquiez le fait que les normes européennes aujourd'hui, donc nos standards de qualité de l'air, sont pour certains moins ambitieux que ce que recommande l'OMS par rapport aux lignes directrices qui existent aujourd'hui, pas par rapport à celles qui sont en cours de révision. Et c'est le cas notamment pour les particules. Ce n'est pas le cas pour le dioxyde d'azote, par exemple, où on a des normes qui sont alignées aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une réflexion sur l'avenir de ces normes? La question, elle a une réponse qui est simple, c'est oui, mais en deux temps. Le premier temps, c'est qu'on est en train de conclure une évaluation complète de notre législation sur la qualité de l'air en Europe. Donc on a pris les dernières moutures, si je puis dire, de la législation, c'est-à-dire la dernière révision a eu lieu en 2008, donc on regarde la législation depuis 2008 sur les 10 dernières années, parce que si on regardait ça sur un temps plus long, la qualité de l'air faisant partie de l'ADN de ce qui a constitué la politique environnementale européenne au cours des dernières décennies, on serait dans une réflexion qui serait encore plus coûteuse en termes de temps, et on n'a pas le temps. Donc on regarde les 10 dernières années, c'est un processus qui est rétrospectif, on va regarder comment les choses se sont faites et moins bien faites, on va regarder l'efficacité de la législation, mais aussi son efficience, donc d'un point de vue économique, social, est-ce qu'on a été efficace dans ce qu'on a fait? On va regarder aussi la pertinence de nos standards, donc c'est exactement la question que vous me posez. Est-ce que les standards aujourd'hui correspondent à ce que la science recommande et est-ce que ces standards doivent faire l'objet d'ajustements? C'est tout à fait le type de question qui entre dans le débat. Et on regarde aussi la valeur ajoutée européenne, est-ce qu'on peut en faire plus, en faire moins? Tout le débat sur la subsidiarité, est-ce qu'on doit déléguer davantage de compétences? Est-ce qu'on doit les répartir autrement? Et on regarde, in fine aussi, et c'est essentiel, la dimension de la cohérence. Est-ce qu'on est cohérent entre niveaux d'action sectoriels, entre niveaux d'action de gouvernement? Et j'y reviendrai dans mon exposé. Donc, toutes ces questions, elles sont sur la table. On n'a pas de conclusion à ce débat à ce jour. Le débat sera clôturé d'ici la fin de l'année. Et donc, vous aurez à ce stade une proposition de notre part d'état des lieux. Et cet état des lieux sera soumis à nos États membres et au Parlement européen et s'engagera alors une réflexion sur des suites à donner. Des suites à donner qui peuvent prendre plusieurs formes. On peut ajuster, on peut ne pas toucher mais revoir la mise en œuvre, on peut développer des outils ancillaires. Enfin, il y a beaucoup de pistes qui sont envisageables. Je ne peux pas préjuger de l'état du débat, mais en tout cas vous dire que c'est imminent en termes de publication puisque ce sera d'ici décembre. Maintenant, je vais en venir à ce que je souhaitais vous présenter très brièvement. D'abord dire que la pollution de l'air, c'est un sujet de préoccupation de premier plan en Europe. Dans l'ensemble des États de l'Union européenne, mais pas seulement au niveau des États, dans l'ensemble des villes, dans l'ensemble des régions. Et je crois que l'initiative qui nous réunit aujourd'hui est bien l'illustration de cette prise de conscience de plus en plus forte. Donc j'ai repris quelques unes de presse dans l'ensemble de l'Union. C'est un sujet qui est transversal pour nos citoyens en Europe. Et c'est important puisque c'est aussi un sujet évidemment qui a une dimension transfrontalière et je viendrai dans un instant aussi sur la nécessité d'agir sur ces enjeux-là pour être efficace. Pourquoi la pollution de l'air est-elle une préoccupation de premier plan?
Là, je vais pouvoir passer très vite, puisque Nathalie a couvert de façon exhaustive les enjeux de santé publique. Les impacts sur la santé humaine sont évidemment un déterminant essentiel de notre action, puisque ces impacts sont conséquents. Chaque jour, je dirais, apporte son lot nouveau d'impact de la pollution de l'air sur une dimension de la santé. Ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'analyses sur la pollution de l'air et la santé mentale, qui est un sujet qui était auparavant peu couvert. Et aujourd'hui, l'évidence est malheureusement là pour démontrer que c'est un facteur d'accélération de la dégradation de l'état mental, et pas seulement en termes de dépression, mais aussi en termes de dégénérescence des cellules. On est aussi dans un contexte où l'évidence sur le fœtus est de plus en plus importante. Donc, ce que je voudrais illustrer ici, c'est que c'est impossible de ne pas aborder ces problématiques sans regarder la santé humaine comme le facteur le plus déterminant. Et évidemment, les chiffres au niveau mondial de l'OMS parlent pour eux-mêmes. Vous les avez eus il y a quelques instants, donc j'y reviens pas, mais je crois que c'est important de les imprimer, puisque c'est souvent un facteur de mobilisation très fort de la part du citoyen et des acteurs au niveau de gouvernement quand ils sont confrontés à ces chiffres. Au niveau européen, cette fois-ci, je vais vous dresser un état des lieux rapide, faute de temps, sur la situation aujourd'hui. Donc, on est, en termes de qualité de l'air extérieur en Europe, à plus de 400 000 morts prématurées par an. Donc, ça peut paraître faible par rapport aux chiffres mondiaux, mais c'est conséquent pour notre continent et pour son état de développement. Je crois que c'est important de noter que, quand bien même l'Europe se présente très souvent, à juste titre, comme étant en pointe sur les questions environnementales au niveau mondial, on a encore à faire en termes de qualité de l'air. Et je crois que ces chiffres sont l'illustration directe de ce problème et de ce défi. En Europe, la pollution atmosphérique, c'est 17% des décès par cancer des poumons. Aujourd'hui, on doit vraiment aussi s'inscrire dans cette logique-là et aussi revoir le logiciel, je dirais, de communication sur le cancer du poumon. La pollution de l'air, c'est un facteur considérable. C'est aussi un coût économique conséquent, 24 milliards d'euros par an, et là, je parle de coûts directs, donc de coûts notamment de santé publique, d'absentéisme au travail lié à la pollution de l'air. Si on regarde les coûts indirects, que je n'ai pas mentionnés ici, mais que je peux vous citer, on est dans un ordre de grandeur qui est encore bien plus conséquent. On est de 330 à 940 milliards d'euros par an. Alors c'est tellement énorme que ça paraît presque irréel, mais c'est évidemment quelque chose qui a été étudié de façon très approfondie. Les impacts environnementaux qui ne passent pas toujours au premier plan ne doivent pas être occultés. Aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est aussi un facteur de pression sur les écosystèmes qui est conséquent, notamment évidemment sur la dégradation de nos espaces naturels qui sont affectés dans les proportions que vous voyez ici et qui sont particulièrement critiques. Alors si on regarde l'impact sur la santé à proprement dit, Nathalie vous a présenté les données de l'OMS, donc les lignes directrices de l'OMS, et si on compare la situation aujourd'hui en regardant les lignes directrices de l'OMS qui apparaissent à droite et la population exposée selon les standards européens qui apparaît à gauche, on voit une différence notoire, notamment pour les particules, les PM10, les PM2.5. On a une exposition qui est de l'ordre de 19% si on se base sur nos standards européens, mais qui monte à plus de 50% si on compare la situation avec les lignes directrices de l'OMS. Je le disais, sur le dioxyde d'azote, la situation est la même, puisque le standard est le même. Mais donc vous voyez que selon qu'on regarde l'un ou l'autre système, on n'est pas dans la même problématique. Et donc ça apporte peut-être une première réponse à votre question sur le fait qu'aujourd'hui, l'impact sur la santé publique est évidemment pire que ce qu'il serait si nous avions un alignement parfait avec les lignes directrices de l'OMS. La pollution de l'air en Europe, c'est au premier plan un défi urbain, et c'est un défi qui est marqué par des inégalités qui sont aussi notoires. Ce sujet a été abordé par plusieurs intervenants déjà ce matin, et je voudrais peut-être, avant de passer dans le détail des cartes que j'ai là, vous donner une illustration aussi au travers d'une étude qui a été publiée par l'Agence européenne de l'environnement en janvier, donc c'est quelque chose de tout récent, qui est une étude sur les expositions à la fois à la pollution de l'air, on a regardé les PM2.5 dans ce cas-là, à des températures élevées en raison du changement climatique et à
l'exposition au bruit, à la pollution liée au bruit. Donc 3 types de pollution. Cette étude, elle démontre très clairement que sur l'exposition aux particules fines 2.5, on est dans une situation où les populations les plus vulnérables sont beaucoup plus exposées que les autres. Donc on a une vraie inégalité sociale sur ce type de pollution. Si on regarde le dioxyde d'azote, dont l'origine est surtout liée au transport, là, ce sont les centres-villes qui sont les zones les plus polluées, mais à l'intérieur, donc qui sont traditionnellement en Europe des zones qui sont plutôt affluentes que paupérisées. Mais si on regarde la réalité des expositions à l'intérieur même de ces centres-villes, on s'aperçoit que les expositions les plus fortes sont évidemment au bord des routes les plus importantes, qui sont dans les quartiers les plus défavorisés des centres-villes. Donc vous avez là aussi un facteur d'inégalité qui est prononcé. Et c'est aussi le cas pour l'exposition aux températures élevées en Europe. Donc ce que je voulais illustrer aussi au travers de ce transparent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est critique en Europe, avec 130 villes qui dépassent les normes qui sont établies au niveau européen. Donc c'est surtout évidemment au dioxyde d'azote que je me réfère ici. Vous voyez la première carte qui vous montre tous les points rouges qui constituent les points d'abcès. Et malheureusement, la France n'est pas épargnée, loin de là. Et donc on est dans une situation qui est très difficile en Europe. Et si on regarde l'exposition au PM10, donc les particules, plus liées à la combustion, liées à l'énergie et au chauffage en premier lieu, là on a 3 gros points noirs en Europe, enfin rouges plutôt sur ma carte. L'Europe du nord-est, donc la Pologne essentiellement, mais aussi une partie de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Tchéquie, le nord de l'Italie et le sud-est de l'Europe, et notamment la Bulgarie, qui est caractérisée par une situation particulièrement difficile. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est loin d'être satisfaisante au niveau européen au regard des normes telles qu'elles existent. Si vous translatiez ça dans les lignes directrices de l'OMS pour ce qui concerne le PM10, on serait dans une situation qui serait encore plus critique. Comment on répond à ça aujourd'hui en Europe ? On a 3 grands axes de réponse politique. Le premier, ce sont nos directives relatives à la qualité de l'air, et donc ce sont les directives qui font l'objet d'une évaluation à laquelle je me suis référé il y a un instant, donc j'y reviendrai dans quelques instants aussi pour vous illustrer l'état de la mise en œuvre dans nos États membres. On a un autre grand axe qui constitue les émissions nationales de certains polluants atmosphériques, donc on en couvre 5, et ces polluants ont fait l'objet d'une révision de la législation en 2016, donc on est vraiment dans une phase récente de sa mise en œuvre. Les États membres ont dû nous soumettre en avril leur plan d'action pour réduire les quantités d'émissions produites pour chacun de ces polluants. Et puis le troisième grand axe, c'est de s'attaquer au secteur. Chaque secteur émetteur doit apporter sa part de solution aux défis qui se posent. Et donc on a un nombre de législations qui couvrent l'ensemble des secteurs, les émissions industrielles, les émissions liées au transport, les émissions liées à l'énergie, au chauffage domestique. Donc si je poursuis, voilà. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est les seuils, je m'excuse, c'est en anglais, c'est les seuils qui ont été décidés au niveau européen de réduction des émissions au niveau national. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'attaque à la dimension nationale des émissions, puisque les émissions ne connaissent pas les frontières, et donc à un moment donné, vont se retrouver dans l'un ou l'autre pays. Et donc elles sont retranscrites dans des objectifs par État membre qui ont été âprement négociés pendant plusieurs années à Bruxelles. Et ce que vous pouvez constater, juste pour l'illustrer ici, puisque je n'y ai pas fait allusion jusqu'ici, vous voyez que par exemple sur l'ammoniac, qui est d'origine agricole à plus de 90%, l'ammoniac, c'est le seuil de réduction le plus faible, moins 19%, alors que c'est une situation qui est difficile. Ça ne correspond pas à ce que la Commission souhaitait, mais ça correspondait à ce qui était possible auprès des États membres qui ont participé à la négociation avec le Parlement. Et ce que je voulais souligner à cet égard, c'est que certains secteurs sont parfois des freins à l'action ambitieuse, et qu'aujourd'hui, même si on est évidemment dans une logique de mise en œuvre rigoureuse de l'objectif qui est fixé, je pense qu'on aurait pu aller plus loin sur l'ammoniac et que ça aurait été bénéfique en termes de santé publique et de santé de nos écosystèmes. Donc si je reviens maintenant à la question de la mise en œuvre de notre législation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc ça participe aussi de la réflexion en cours sur des réflexions sur le futur possible de ces législations. Si on regarde les principaux polluants couverts par notre directive sur la qualité de l'air,
vous voyez que des procédures d'infraction sont ouvertes à l'encontre de 14 États membres sur 28 aujourd'hui. Pour le dioxyde d'azote, c'est considérable. La moitié des États membres font l'objet d'infractions sur le dioxyde d'azote. Donc c'est les villes, je vous faisais allusion à la quantité de villes couvertes, plus de 130. Si je prends les particules fines, qui sont évidemment très nocives en termes d'impact sur les voies respiratoires, on a 15 États membres qui sont couverts, plus de la majorité de nos États membres. On a 2 cas qui ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union à Luxembourg, pour ne pas les citer, la Bulgarie et la Pologne, et on en a donc un certain nombre qui risquent de suivre. Donc c'est une situation qui est particulièrement dramatique en termes de mise en œuvre de la part de certains de nos États membres. On a une procédure d'infraction qui est encore ouverte à l'écart d'un État membre sur le dioxyde de soufre. Ça peut paraître étonnant en Europe aujourd'hui, en 2019, que ce soit le cas, mais c'est le cas. Donc ça montre aussi que quand on regarde les chiffres de l'OMS sur l'Europe par rapport au monde, on a certainement fait des progrès, mais on n'a pas non plus de leçons à donner sur l'état de certaines de nos zones en Europe, et ça, c'en est la démonstration. Alors aujourd'hui, ce dont on peut se réjouir, c'est que sur les dernières décennies, on a découplé nos émissions par rapport à la croissance de nos économies. Notre PIB a augmenté de 32%, en même temps on a réduit nos émissions de façon considérable, mais la concentration des polluants dans l'air reste un problème majeur dans nombreux de nos États. Pour le PM 2.5, on n'a pas encore d'infractions qui sont lancées. Je ne dis pas encore puisque la situation montre que certains États membres sont dans une situation difficile, mais les valeurs limites ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2015, donc on essaie d'avoir une tendance plus lourde afin de déterminer comment agir au mieux. Je souligne aussi qu'on a des infractions en cours sur le monitorage et le rapportage aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau de monitorage qui est particulièrement pertinent en Europe. On a plus de 4000 stations de monitorage, donc c'est un réseau qui est très efficace, mais qui n'est pas efficace autant qu'il devrait l'être partout. Et pour nous, c'est important que ce soit le cas. Donc ce que je voulais souligner en concluant, c'est que le contentieux, c'est un aspect de notre travail, mais c'est seulement un aspect. On a beaucoup d'actions de soutien aux États membres via des initiatives de financement, via évidemment aussi des dialogues qu'on entretient avec eux à leur demande. Donc les États membres doivent se mobiliser pour souhaiter qu'on engage avec eux des dialogues qui permettent de mettre à la même table tous les acteurs concernés, à la fois en termes sectoriels et en termes de niveau de gouvernance, puisque c'est une des conditions pour réussir. Je ne vais pas revenir sur les mesures aujourd'hui, puisque ce sera repris plus tard dans la discussion, mais je voulais vous soumettre quelques réflexions en guise de conclusion. Rapidement. Oui, très rapidement. La première, c'est que ce qu'on constate, c'est que c'est impossible de réussir à résoudre l'équation de la pollution de l'air sans action concertée, mais étroitement concertée entre tous les niveaux d'action, et à la fois verticalement et horizontalement. Mais j'insiste sur la dimension verticale, qui est parfois un petit peu occultée au bénéfice de la dimension horizontale. Les deux sont nécessaires, et quand l'un fait défaut, la situation est critique et les succès ne sont pas au rendez-vous. Et le deuxième point sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que les villes sont au cœur de la préoccupation citoyenne sur la pollution de l'air et qu'elles ont besoin d'outils, de soutien, de façon à ce qu'elles puissent agir plus efficacement aujourd'hui. Et ça revient à ma question sur la concertation entre les niveaux de gouvernance, puisque si vous prenez par exemple la dimension fiscale, qui est un levier essentiel, les villes ont rarement l'outil fiscal entre leurs mains. Et donc ce qu'on constate trop souvent, c'est des incohérences entre des dynamiques fiscales, ou par exemple dans d'autres domaines, d'incitation en tout genre, qui sont bridées par un niveau de gouvernance, alors que le niveau inférieur ou supérieur souhaite réagir. Donc un appel de notre part à ce que l'action soit plus cohérente à cet égard. Merci. J'invite maintenant François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Donc en 2015, vous avez présidé une commission qui a publié au niveau du Sénat, une commission sénatoriale, qui a publié un rapport, je note, voté à l'unanimité des 17 membres de votre commission, qui évaluait donc à plus de 101 milliards pour la France le coût annuel de la pollution de l'air, donc en France. 4 ans après, avez-vous le sentiment qu'on se donne les moyens de réduire cette charge, ou au contraire que le coût tend toujours et continue à s'accroître? D'abord, merci pour
m'avoir invité à nouveau, parce qu'effectivement, j'étais là également en 2012. En 2015, vous venez de dire, il y a une commission d'enquête. Donc une commission d'enquête, je fais très rapide, vous verrez, les 10 minutes seront tenues, vous aurez le temps de me reposer des questions. Et de toute façon, vous pouvez arrêter au bout de 10 minutes. Une commission d'enquête, c'est en ce sens particulier, puisque c'est l'outil de contrôle le plus important qui est offert à la représentation nationale, puisque personne ne peut refuser d'être auditionné. Je ne vais pas vous révéler de secret, mais je peux vous dire qu'il y a des membres éminents du gouvernement qui se sont fait un peu tirer par la manche pour venir. Deuxième élément, pour montrer à la fois l'importance, c'est qu'on fait toujours prêter serment lorsqu'on auditionne les personnes dans les commissions d'enquête. Il y a une formule qui est toujours la même. Je rappelle que, ou en tout cas, je veux vous dire qu'à l'issue, quelques temps après, le journal Le Monde, moi je me souviens très bien, il y avait également Libération et le Canard enchaîné, m'ont appelé un soir en m'alertant en disant apparemment il y a une personne qui a auditionné qui aurait fait un faux témoignage. Voilà, ça s'est terminé effectivement par une condamnation vis-à-vis de laquelle, moi je le dis, notre Assemblée, puisque en tant que président, la commission se termine une fois que le rapport est paru. Mais donc forcément on a été interpellé, donc on s'est à nouveau réunis et à l'unanimité, on a sans sourciller auditionné, transmis les pièces en considérant qu'il y avait eu tromperie, pour ne pas dire mensonge, de la part d'une personne qui témoignait au nom de la PHP, voilà, dans un mélange des genres. Je réponds maintenant plus particulièrement à la question, mais c'est, enfin, moi, dans un temps où les élus sont jetés en pâture, je veux aussi défendre l'engagement à tous les niveaux, dans le monde économique, je dirais dans les institutions, quelles qu'elles soient, parce que je crois qu'il n'y aura rien de pire. Alors, sur la question, ma réponse, elle est pour moi terrible, parce que j'ai envie de dire que c'est, après le coup de l'inaction, c'est l'inertie. Je vais vous l'illustrer de manière triviale, mais parce que je pense que ça va peut-être également parler, et puis je vais donner un éclairage de comparaison. Il y a eu 4 ministres depuis que le rapport est paru. Chacun de ces ministres a été destinataire d'un courrier et du rapport à chaque fois, pour autant qu'il ait pu l'oublier. Là, je vous le donne en 1000, on n'a même pas eu d'accusé de réception et on n'a jamais été reçu. On parle quand même d'un sujet qui, pour moi, est important, et les cartes qui ont été présentées, notamment au début par l'OMS, font quand même un peu froid dans le dos. Et je mets ça en rapport avec des événements qui viennent de se passer en France, avec la crise sociale, sociétale, dite des Gilets jaunes. Vous avez des gens qui vont dans la rue, le gouvernement se met en 4 pour les recevoir, et eux refusent de venir dialoguer. Ben écoutez, je pense que c'est aussi grave comme attitude et comme constat que celui de l'inaction sur la pollution quand il y a des vies humaines qui sont en jeu, alors que c'est pour moi un formidable levier à la fois de réflexion, de projection dans l'avenir et d'engagement pour servir à la fois notre planète, mais la cause des citoyens. Je vous laisse développer ce que vous avez... Peut-être insister quand même sur ce que vous avez souligné dans votre rapport. Alors, ces 101 milliards, c'est quoi? Alors, les 101 milliards, certains d'entre vous s'y sont peut-être plongés. Il y a les coûts à la fois sanitaires, alors on les appelle tangibles ou non tangibles, et les coûts non sanitaires. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans les auditions, c'est notamment sur un certain nombre de démarches où, que ce soit les établissements hospitaliers, que ce soit les organismes d'assurance maladie, que ce soit les organismes complémentaires, j'étais atterré de voir que beaucoup se sont demandé mais pourquoi on les auditionnait. Par exemple, quand on est... Moi, je ne suis pas du tout ni scientifique, ni médecin, voilà. Donc, mais j'essaie de comprendre et je me dis, je pense que parfois, quand il y a des épisodes, on doit avoir dans les établissements hospitaliers beaucoup de consultations, peut-être plus d'hospitalisation. Enfin, ça paraît logique. On a bien du mal d'avoir les éléments. Il y a des établissements qui peuvent vous donner des statistiques, mais une grande majorité qui, en 2015, ne pouvaient pas vous les fournir.
Quand vous demandez aux organismes de sécu, ils disent, vous savez, nous, on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on a des codes, il faut que ça mouline, il faut que ça paye. Non mais d'accord, mais enfin, on est en train de réfléchir. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place des systèmes? Écoute, on verra si la hiérarchie nous le demande, est-ce que c'est vraiment utile? Puis alors, quand vous demandez aux complémentaires, ils vous disent la même chose. Les organismes complémentaires vous disent, nous, on n'a pas le choix, on est des payeurs aveugles. Et donc, on leur disait, d'accord, vous êtes des payeurs aveugles aujourd'hui, mais on pourrait être des payeurs, enfin, je dirais, avec les yeux ouverts, et qui, notamment, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait des actions de prévention, pas uniquement sur les enjeux de la santé, mais sur la politique mise en œuvre par les villes, par je dirais les incitations, la manière d'aménager différemment, finalement, globalement, de travailler ensemble. Hein. C'est vraiment dans la collégialité des associations agréées de surveillance de qualité de l'air, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, moi j'ai été, on a été vraiment frappés. Et vous l'avez dit dans votre propos introductif également, quand on a créé la commission d'enquête, moi j'étais à l'époque UMP et j'avais une élue verte. Donc ça fait, entre guillemets, rire tout le monde au premier point presse en disant, bon, de toute façon, il y a 8 chances sur 10 que vous n'alliez pas au bout parce que ça va fighter à un moment ou à un autre. Donc non, ça s'est bien passé. Et même bien au-delà, puisque vous l'avez dit, on a fait en sorte de travailler sans être dans l'eau tiède. Hein. Vous pourrez regarder, je peux vous dire qu'il y a eu des auditions où c'était chaud. Je me souviens de Monsanto, il y a eu le monde agricole, il y a eu bien d'autres également, mais je pense que c'est important, de la même manière avec des industriels. Et les industriels, j'avais été frappé, il y avait une conclusion, alors ça, dans 80-90% des cas, quel est le levier qui peut aider à changer les choses, voire les comportements. Et en gros, on disait, est-ce qu'il faut de la fiscalité ou est-ce qu'il faut de la réglementation? Dans un pays où on explique que la réglementation, il y en a plus que ras-le-bol. Tout le monde nous a répondu, mais vraiment à une écrasante majorité, on préfère la réglementation. Pourquoi? Parce qu'elle impose de travailler ensemble et en amont et de donner une direction. La fiscalité, c'est de moins en moins, enfin c'était, ça s'est pas arrangé, de moins en moins supporté, et c'est surtout aveugle, et parfois celui à qui on prélève, il ne bénéficie d'aucun retour, d'aucune façon. Voilà, donc il y a une vraie injustice. Vous voyez, c'est en 2015, on est en 2019. Vraiment, moi je le dis, hein, puis alors, je le dis d'autant plus que je suis dans une sensibilité politique où il y a encore bien des progrès à faire. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on dépasse la question des sensibilités politiques, parce que les Français, et beaucoup, ils s'en foutent aujourd'hui. À un moment donné, nos concitoyens, ils attendent quoi? Mais ils attendent que sur un certain nombre de grands sujets, on puisse se mobiliser ensemble. Alors il y aura toujours, mais au moins avec des grosses majorités. Puis ils demandent au fond la même chose pour des actions de proximité. Et surtout, ils souhaitent que ça s'articule intelligemment et qu'il y ait une logique. Et bien, si on a cette logique, on va avoir des projets plus ambitieux, on va mobiliser ensemble des moyens. Donc je pense on aura donc une addition qui amènera des bonnes solutions. Là, aujourd'hui, on est souvent sur des divisions qui amènent des soustractions, qui amènent des colères, qui sont beaucoup plus dépensières en termes d'argent, et puis surtout qui sont contre-productifs pour finalement le bien-être de la société. Est-ce qu'il y a des constats ou des suggestions que vous avez fait dans votre rapport qui prioritairement devraient être prises en compte aujourd'hui et pour lesquelles vous ne comprenez absolument pas qu'il y ait une prise en compte? Alors, je vais en prendre une basique, elle n'est pas facile parce que quand on a fait la conférence de presse le 15 juillet 2015, au Sénat, c'est pareil, moi j'avais appelé à la convergence essence-diesel, en expliquant qu'il y avait 3 solutions, soit on baissait au minimum, ça fait rigoler tout le monde, soit on alignait au maximum, soit on se disait l'essence pour la pollution, je fais simple, hein, vous êtes plus calé que moi, mais elle est moins nocive que le diesel, et donc on baisse un peu sur l'essence et on augmente, et comme ça, il y a un moment, et on avait calculé que sur 4 à 5 ans, il y avait une convergence. Je veux préciser que pour l'État,
c'était financièrement et fiscalement intéressant puisqu'il y a plus de taxes sur le diesel que sur l'essence. Donc ce n'était pas déconnant. Puis ça permettait, et dans le même temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir des programmes. Il y en a, hein, le programme national santé environnement, etc., mais il faut les mettre en œuvre. Ils ne doivent pas aujourd'hui rester lettres mortes. Et de mon point de vue, ils ne sont pas intégrés dans les politiques publiques, qu'elles touchent la santé, qu'elles touchent les enjeux d'aménagement, etc. C'est ça qui est vraiment aujourd'hui important. Alors c'est difficile parce que nous avons en France, c'est plus facile de raisonner côte à côte. Oui, parce que quand il faut raisonner en transversal, en horizontal, on appelle comme on veut, il faut se mettre d'accord, il faut dialoguer. Mais il faut accepter le dialogue. Sinon, ce n'est pas du chacun pour tous, c'est du chacun pour soi. Et on voit aujourd'hui les limites. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus exigeants, les uns vis-à-vis des autres, sur des thématiques, on pourrait se retrouver, mais on se dit, là, il n'a pas été gentil. Non, c'est inutile. Et donc, il y a vraiment ces sujets de coopération. Et puis, je pense, je l'ai dit, sur la santé, parce que ce qui fait surtout réagir, et on le sent bien, c'est tout ce qui touche à la santé tout court et à la santé environnementale. Et si on vient par le volet santé, je pense qu'il faut travailler en amont, il faut de la formation et il faut travailler sur la prévention. C'est-à-dire que je pense que quand on commence à comprendre, à redécouvrir finalement la vie, comment ça fonctionne, les équilibres, on devient un peu moins bête, quoi. On change nos comportements. Il suffit de le voir dans bien des domaines. Vous avez aujourd'hui des villes, pas forcément en France, mais il y en a et bien ailleurs, qui, sur la place des mobilités dites aujourd'hui actives, ont fait des choix. Regardez la TGAP, c'est un formidable outil qui quand même peut être perçu comme un outil de fiscalité contraignante pour les entreprises, mais ça a permis aussi de travailler sur l'innovation, la recherche, réduire l'empreinte, réduire la pollution, améliorer l'empreinte carbone. Enfin, moi, je nous appelle simplement tous à être logiques et à essayer d'être logiques ensemble. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on accepte de sortir de nos chapelles parce que l'heure, à mon avis, est trop grave. Eh bien, je vous remercie. Alors, vous reviendrez. J'avais noté un petit truc qui m'est venu ce matin, mais ça n'a rien à voir. C'est 1 minute pour vous dire que finalement, je dirais la qualité de l'air et le bonheur, ça peut se conjuguer harmonieusement. Le pays aujourd'hui qui a en Europe le numéro 1 en qualité de l'air, c'est la Finlande. Et depuis 2 ans, l'ONU recherche le pays où le bonheur est le plus important, c'est aussi la Finlande. J'invite Mathilde Pascal. Vous êtes donc épidémiologiste à Santé publique France. Je crois que ça serait intéressant que vous rappeliez un peu les liens qui existent entre pollution de l'air et réchauffement climatique. Quelles sont finalement les interactions entre ces deux fléaux et leurs effets respectifs sur la santé? Parce que c'est indéniable, il y a des interactions manifestement. Oui, je vais essayer de faire ça assez vite. 10 minutes pour parler du plus grand défi auquel l'humanité est confrontée et du sujet dont le Lancet, qui est un très grand journal biomédical, considère qu'il va façonner la santé publique des siècles à venir. Mais j'espère que dans la journée, ça donnera lieu à beaucoup de discussions. Je vais partir un peu de l'histoire. En fait, les premières alertes scientifiques sur la pollution de l'air, elles datent des années 30 et sur le changement climatique des années 50. Et ça fait depuis les années 90 qu'on sait d'une part que la pollution de l'air a des effets importants sur la santé, même à des concentrations faibles et même à des concentrations inférieures aux valeurs recommandées par l'OMS et a fortiori aux valeurs réglementaires. Et c'est aussi dans les années 90 qu'est apparu le seuil des 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, qui n'est pas du tout un seuil désirable à atteindre, au-delà duquel tout ira, enfin en deçà duquel tout ira bien, qui est en fait un seuil, c'est ce que je vous ai mis dans cette petite phrase, au-delà duquel les scientifiques ont de très très grandes inquiétudes concernant le risque d'emballement, d'effets non linéaires et de modifications abruptes. Aujourd'hui, on est sur un réchauffement global de 1 degré environ et sur une tendance qui nous emmène plutôt sur un réchauffement de l'ordre de 4 à 5 degrés à la fin du siècle.
Donc depuis les années 50 et les années 90, en fait, la science s'est affinée. On a une masse d'études qui est considérable, qui ont permis à chaque fois d'affiner le dessin, mais finalement, le message général est toujours resté le même. C'est-à-dire que plus on fait d'études sur la pollution de l'air, plus on trouve qu'il y a des effets ubiquitaires, y compris à des niveaux faibles, et plus on fait d'études sur le changement climatique, plus on trouve que c'est lié à l'homme, que ça va s'aggraver, et que le seul moyen d'agir, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Il a fallu attendre en fait 2015 pour que les impacts sanitaires soient officiellement entre guillemets reconnus. Je mets entre guillemets parce qu'en fait c'est pas dans le texte de l'accord, c'est dans le préambule que les impacts sanitaires sont mentionnés. À la fois les impacts, mais aussi les bénéfices extrêmement importants qu'il y aurait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, je vous ai mis un extrait d'un rapport de l'ONU qui est extrêmement synthétique et clair. Donc le changement climatique fait planer plusieurs types de menaces sur la santé. Les effets sont déjà manifestes, visibles. Ils vont s'amplifier et posent de très grands risques pour la santé. Alors de quoi on parle en fait ? On parle des vagues de chaleur qui touchent la France chaque année. Depuis 2015, maintenant, il y a une canicule par an qui concerne quasiment la totalité du territoire métropolitain. On parle d'ouragans de plus en plus puissants qui dévastent complètement des territoires. Par exemple, Maria, il a fallu assurer pendant plusieurs mois toute la réponse sanitaire, puisque toutes les infrastructures sanitaires étaient détruites. Les Bahamas ont l'air d'être complètement dévastées. On parle de sécheresse avec des effets sur la santé mentale, des effets sur la précarité. Dans les pays en développement, des sécheresses qui conduisent à des migrations, à des difficultés à s'alimenter, à avoir accès à de la ressource en eau, des incendies de forêt, et puis bien sûr tous les effets de la pollution de l'air qui ont déjà été mentionnés. Et malgré ces préoccupations anciennes, finalement, la convergence des sujets est assez récente, beaucoup faite sous l'impulsion de l'OMS. Et cette convergence, elle est extrêmement logique puisque les sources sont communes. Les sources, c'est des modes de vie qui sont fondés sur les énergies fossiles, des manières de se déplacer, des manières de produire l'alimentation, de produire tous les produits manufacturés. Donc il y a une première convergence au niveau des sources et donc au niveau des opportunités d'action. Il y a une convergence au niveau atmosphérique puisque finalement les polluants et les gaz à effet de serre réagissent entre eux et sont influencés par la météo qui vont influencer le climat. Il y a des boucles de rétroaction assez complexes. Et puis une autre convergence est qu'au niveau physiologique, on trouve de plus en plus qu'il y a des synergies entre la température et la pollution. On a dans les deux cas des effets inflammatoires systémiques qui font par exemple que, c'est ce qu'on trouve dans les villes françaises, un même niveau de pollution, le risque est plus élevé quand il fait plus chaud. Donc là, il y a des interactions qui sont vraiment au niveau physiologique. Et puis, alors, il faut aussi voir que dans les pays développés, historiquement, la qualité de l'air s'est améliorée. Même si ce n'est pas encore satisfaisant. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, donc il faut faire très attention, ne pas penser que parce qu'on règle le problème de la pollution de l'air, on règle forcément celui du climat. Ce n'est pas du tout le cas, il faut le faire de manière consciente et coordonnée. Et dans les pays en développement, les deux s'aggravent, effectivement à cause de l'urbanisation, mais aussi parce que les pays riches délocalisent leurs émissions dans les pays en développement. Et puis enfin, ça a été beaucoup dit, les politiques sont très souvent abordées en silo. Alors je vais prendre deux exemples pour illustrer un peu plus les convergences. La première, c'est que les polluants de l'air ont un effet sur le climat. Certains polluants, comme notamment l'ozone, le carbone suie ou le méthane, sont des gaz à effet de serre, donc ils vont aggraver le réchauffement. Pour d'autres polluants, et notamment les particules, c'est beaucoup plus complexe. Et elles ont entre autres un effet refroidissant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est très lisible. C'est une étude qui date de la fin de l'année dernière, où pour différentes zones du monde, vous avez en fait la barre bleue, ça représente l'évolution de la température induite par l'effet refroidissant des aérosols. Donc on va vers un refroidissement, des baisses de température.
La barre jaune, c'est le réchauffement qui aurait été induit par les gaz à effet de serre seuls dans ces zones-là. Et le petit point orange, c'est le réchauffement qui a été observé. Et donc, en fait, dans la majorité des zones du monde, si je simplifie le message, c'est que le réchauffement était moins pire que prévu grâce aux particules fines qui, par ailleurs, tuent 7 millions de personnes par an dans le monde, dont quasiment 50 000 en France. Donc ça illustre bien à quel point le sujet est complexe et le sujet ne peut pas être abordé en silo et en ne s'attachant pas à avoir cette vision globale. Alors l'autre, en arrière, voilà. Un autre exemple d'interaction, c'est que le climat a des effets sur la pollution, va favoriser la pollution en particulier la formation d'ozone, mais va favoriser également des émissions de particules fines liées à certaines sources, les feux de forêt, l'érosion et donc les vents de sable du Sahara. Et puis aussi, on a d'autres types de nouvelles pollutions de l'air qui commencent à émerger, par exemple le dioxyde de soufre lié aux émanations d'algues des sargasses, qui sont aussi liées à des évolutions climatiques. On a, comme je l'ai dit, des synergies entre les effets négatifs de la pollution de l'air et de la santé. Donc au final, le changement climatique va limiter tous les bénéfices des politiques d'amélioration de qualité de l'air. Et donc le graphique, c'est un exemple d'une étude qu'on a fait sur l'Île-de-France, où on a modélisé les bénéfices attendus de mettre en œuvre d'ici 2050, soit la réglementation européenne sur la pollution de l'air, soit toutes les technologies possibles pour réduire les émissions de pollution de l'air, tout en ayant un réchauffement climatique moyen qui correspond au RCP 4.5, donc qui n'est pas de degrés, mais qui reste quand même optimiste par rapport à la tendance sur laquelle on est aujourd'hui. Et ce que vous voyez, c'est que quand on regarde les particules fines, finalement, d'ici 2050, la réglementation, si elle était appliquée réellement, permettrait des gains importants. Par contre, pour l'ozone, sur la zone de Paris, en fait, on aurait dès 2050 une augmentation du risque, puisque la pénalité induite par le climat, l'augmentation des concentrations d'ozone dues au changement climatique, viendrait contrebalancer les bénéfices de l'application de la réglementation sur la qualité de l'air. Donc là aussi, il faut absolument prendre les deux ensemble. Alors le message que je voudrais faire passer, j'espère que vous en êtes tous convaincus, c'est qu'en fait, on en sait largement assez pour agir. Et qu'il est extrêmement important de réduire de concert les émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre, et pas de faire l'un ou l'autre, mais les deux ensemble. Par ailleurs, ça aura des bénéfices sanitaires extrêmement importants. Alors bien sûr, ça va permettre d'éviter les scénarios apocalyptiques de changement climatique, ça va permettre de limiter tous les effets dont les intervenants précédents ont parlé de la pollution de l'air, mais il y a aussi des co-bénéfices importants, notamment en termes d'activité physique. Aujourd'hui, la sédentarité est une cause majeure de problèmes de santé en France. Il y a aussi la question du bruit, la question des inégalités sociales de santé. Et de très nombreuses études montrent que les bénéfices sanitaires de la lutte contre le changement climatique, donc de l'atténuation, qui permettrait de respecter l'objectif de 2 degrés, seraient totalement compenseraient totalement les coûts nécessaires à cette atténuation. C'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui, pour respecter le réchauffement de 2 degrés, il faudrait investir entre 1 et 2% du PIB mondial. Et le seul bénéfice que ça induirait en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution des impacts de santé associés, c'est au minimum 0,6% du PIB mondial, avec des estimations qui vont jusqu'à 5% du PIB mondial. Donc même en termes économiques, il n'y a absolument aucune raison rationnelle de ne pas se lancer dans ces réductions. Alors bien sûr, la difficulté, c'est ce que soulignait Marianne Hera, c'est qu'on n'est pas sur des solutions technologiques simples, on est sur des changements fondamentaux, extrêmement ambitieux de nos modes de vie quotidiens, puisqu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 80% en à peu près 10 ans. Pour vous donner une idée de l'ampleur, ils ne font qu'augmenter actuellement. Et un message qui est aussi extrêmement important, c'est que plus on tarde à implémenter ces réductions, plus les impacts sanitaires sont importants. Depuis 2015, en France, on a déjà 5500 personnes qui sont mortes pendant les vagues de chaleur.
On a, alors si on 50 000 personnes par an qui meurent de la pollution, on est déjà à 200 000 en 4 ans. Ça monte très très vite en fait les impacts sanitaires. Et surtout, plus on tarde à agir, plus ça sera difficile d'agir et plus on enlève des capacités d'agir aux générations futures. C'est-à-dire que les décisions qu'on ne prend pas aujourd'hui, ce ne sera pas aux générations futures de les prendre, ça sera qu'ils auront 10 fois moins d'options possibles parmi lesquelles choisir. Alors, donc quelques pistes pour aller dans le bon sens et quelques freins. Donc le premier frein, c'est clairement la faible connaissance et la faible perception des enjeux et des risques. Donc il y a un énorme travail à faire pour former, informer, donc comme ce type de journée, mais il faut aussi sortir du cercle des convaincus et aller au-delà. Il y a tout le sujet de la difficulté de faire évoluer les comportements individuels, mais bien évidemment, les comportements individuels, ils évolueront s'il y a des environnements favorables à ces changements de comportement. Et si les différentes initiatives qui sont prises en termes de mobilité, de ZFE, etc., sont évaluées. Donc, par exemple, on a mené avec le RS Île-de-France une évaluation des bénéfices associés à la ZFE en Île-de-France, qui permet aussi d'aider, de contribuer au débat public là-dessus. Bien sûr, la fragmentation des politiques publiques, et à la fois au niveau des décideurs, mais aussi très concrètement au niveau des agents de terrain, les réseaux environnement, santé, urbanisme sont encore très déconnectés sur le terrain. Et puis, un point aussi important, c'est que finalement, la santé est rarement prise en compte dès le départ, que ce soit de manière générale ou en particulier dans les analyses économiques, et que finalement, si l'argument sanitaire était intégré en amont des évaluations, et notamment des évaluations économiques, la donne serait complètement changée. Finalement, des interventions qui aujourd'hui sont jugées trop coûteuses, si on intégrait les impacts sanitaires dès le début, deviendraient intéressantes financièrement. Et alors, je vais juste, pour finir, je voudrais vous demander de vous rappeler que là, on parle beaucoup de chiffres, mais en fait, derrière des chiffres, il y a quelque chose de très concret, c'est l'atmosphère terrestre. C'est là que se passe la pollution de l'air, c'est là que se passe le changement climatique, c'est là aussi que se passe toute la vie qu'on connaît sur Terre. Et il me semble que c'est vraiment important de ne pas penser qu'on n'est que sur des abstractions et sur des chiffres, et de se rendre compte qu'on est sur ce qui permet fondamentalement à notre vie et à notre société d'exister. Et cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry est en en-tête du rapport du GIEC, qui explique qu'il est aujourd'hui encore possible, avec énormément d'efforts et de courage, de ne pas dépasser le seuil de 2 degrés. Merci beaucoup, Mathilde Pascal.